Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, Samir Yazbek n'est plus. Le chanteur libanais est décédé ce lundi à 77 ans des suites d'une longue maladie. Ses funérailles se tiendront mercredi à 17h en l'église Mar Michael à Ramallah. La frontière de la Turquie avec la Syrie doit être entièrement nettoyée du groupe de l'État islamique. Déclaration ce lundi du chef de la diplomatie turque après l'attentat de samedi soir à Gaziantep qui a fait 51 morts et 69 blessés. Un mini-sommet européen se tient ce lundi en Italie. Objectif impulser la relance de l'Europe après le choc du Brexit. Le renforcement de l'économie européenne et la crise des migrants seront au cœur des discussions. Je vous le disais en titre, le chanteur libanais Samir Yazbek n'est plus. Il est décédé ce lundi à 77 ans des suites d'une longue maladie. Né en 1939 à Ramallah, dans le Casa de Halei, l'artiste, également auteur-compositeur, avait plus de 300 chansons à son actif et avait chanté avec les plus grandes étoiles de la chanson arabe comme Wadir El-Safi, Nasri Shamseddin et Sabah. Ses funérailles se tiendront mercredi à 17h en l'église Mar Michael à Ramallah. En Turquie, le dernier bilan de l'attentat de samedi soir à Gaziantep fait état de 51 morts et 69 blessés, dont 17 dans une situation très critique. L'attaque a été commise par un kamikaze âgé de 12 à 14 ans, selon le président Recep Tayyip Erdogan. Un attentat qui visait de toute évidence la communauté kurde et que les autorités turques ont très rapidement attribué au groupe État islamique. 44 des 51 victimes ont été identifiées. Le parti pro-kurde HDP affirme que le mariage était celui de l'un de ses membres. Le chef de la diplomatie turque est catégorique. La frontière de la Turquie avec la Syrie doit être entièrement nettoyée du groupe de l'État islamique. Il a promis de soutenir toute opération contre Daesh en Syrie. Et en Syrie, justement, les bombardements s'enchaînent sans relâche. Des Mirages et des Rafales français ont frappé les positions du groupe État islamique dans son fief de Raqqa, au nord du pays. Une dizaine de missiles auraient détruit notamment des caches d'armes appartenant à Daesh. Sur le terrain, le conflit s'enlise. Au nord, avec la libération de Minbej aux mains de Daesh, c'est la ville de Jarablus, à la frontière turque, qui se prépare au cauchemar avec l'offensive des forces syriennes libres. Au nord-ouest, à Alep, cette fois, les combats font rage entre les rebelles soutenus par la coalition internationale et les forces syriennes secondées par les Russes. Dans le reste de l'actualité régionale, les dégâts sont limités, mais la riposte a été immédiate. Dimanche, l'aviation et les chars israéliens ont bombardé la bande de Gaza en réponse à un tir de roquettes palestinien sur la ville israélienne de Sderot. L'engin a explosé entre deux bâtiments sans faire de victimes. L'attaque n'a pas été revendiquée. Les tirs de représailles israéliens ont fait au moins 4 blessés. Et au total, 6 projectiles auraient été tirés, dont 2 ont partiellement détruit un réservoir d'eau à Beit Hanoun. La correspondance de Cyril Payen à Jérusalem. Il y a eu 2 raids, dont un qui a immédiatement frappé le nord de Gaza quelques minutes après le lancer de cette roquette, et vers minuit dans la nuit, pas moins de 50 frappes lancées par l'aviation israélienne sur différents points, notamment, dit-on, des endroits, des camps appartenant au Hamas. Israël continue de dire que le Hamas est le seul responsable, c'est l'autorité en fait dans la bande de Gaza, bien qu'un groupe salafiste, la branche armée du Front populaire de libération de la Palestine, ait revendiqué cette attaque, alors que dans le sud de Gaza, hier soir, il y avait un énorme défilé organisé par le Hamas qui a fait montre de ses armes, de ses roquettes, pour commémorer la mort il y a 2 ans. Je le rappelle, on est à 2 ans de la dernière guerre qui a opposé Israël à Gaza. C'était en 2014, donc un grand défilé, une démonstration de force du Hamas. Donc reste à savoir quel va être ce qui va se passer dans les prochaines 24 heures. Beaucoup de membres des services de renseignement dans la région appuient un peu cette thèse aussi que cette réponse très virulente, c'est le plus gros bombardement aérien depuis 2 ans de l'aviation israélienne, serait peut-être dû à des inquiétudes de plus en plus vives de la part de l'état-major israélien sur l'infiltration depuis quelques mois dans la bande de Gaza de membres de groupes de membres de la faction du Sinaï, de l'organisation État islamique, dont certains commandants blessés notamment dans les affrontements dans le désert du Sinaï seraient traités actuellement dans les hôpitaux de Gaza.
Il plaide coupable et demande pardon au Mali pour les destructions à Tombouctou. C'est un procès inédit et historique qui s'est ouvert ce lundi à La Haye. Un djihadiste malien présumé comparé devant la Cour pénale internationale. Ahmad El Faki Al Mahdi est poursuivi pour crime de guerre. Il est accusé d'avoir ordonné et participé à la destruction en 2012 de 9 mausolées, des lieux classés au patrimoine mondial de l'humanité. Il encourt une peine de 30 ans maximum. Reportage. La scène se déroule à Tombouctou en 2012. Des groupes proches d'Al-Qaïda détruisent 14 mausolées datant des 15e et 16e siècles, l'âge d'or de cette ville aux portes du désert. Aujourd'hui, l'homme accusé d'avoir commandité ces attaques est jugé devant la Cour pénale internationale. Je comprends les charges qui pèsent contre moi. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi devrait plaider coupable de crimes de guerre pour la destruction de ce site appartenant au patrimoine mondial de l'humanité. C'est le premier djihadiste présumé présenté devant la CPI et le premier grand procès lié au conflit malien. C'est la première fois que cette cour peut défendre le patrimoine culturel d'une communauté, lui reconnaître sa véritable importance et contribuer à lutter contre le fleuve qui le touche et qui est trop souvent le prélude aux pires exactions contre les populations. Depuis, l'UNESCO et le gouvernement malien ont commencé à reconstruire les tombeaux de Tombouctou. Ils s'appuient pour cela sur les ruines existantes et des photos des mausolées. Nous avons trouvé, heureusement, après la destruction, des restes des murs qui sont là. On a fait des relevés, ça c'est déjà une première base d'information. Nous avons des informations à recueillir auprès des populations, auprès de la mission culturelle, auprès de la DNPC, pour avoir les anciennes photos, les documentations auprès des historiens qui sont ici à Tombouctou. Mais pour l'accusation, l'enjeu va bien au-delà des murs et des pierres. Il dénonce une attaque contre des identités, des croyances et surtout contre l'histoire. La culpabilité d'Al-Mahdi pourrait établir un précédent. Pour autant, peu de chances que cela n'affecte les djihadistes qui agissent en Irak ou en Syrie. Ces pays ne reconnaissent pas l'autorité de la CPI. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, un mini-sommet européen réunissant les chefs d'État et de gouvernement italiens, allemands et français se tient ce lundi en Italie. Il s'agit du deuxième dans cette configuration depuis le référendum britannique de sortie de l'UE. Son objectif consiste à impulser la relance de l'Europe après le choc du Brexit. Le renforcement de l'économie européenne sera au cœur des discussions avec la question du rééquilibrage des conditions de concurrence à l'intérieur de l'Union par une meilleure harmonisation fiscale et sociale. Et au menu du sommet également, la crise des migrants. L'Italie, en première ligne pour gérer cet afflux massif, demande plus de solidarité à l'Union européenne. Son système d'accueil est saturé. À Rome, une rue est même devenue le point de chute des migrants. Et la canicule rend les conditions de vie dans cette favela romaine toujours plus précaires. Le reportage de Natalia Mendoza. Ils arrivent par dizaines chaque semaine. Originaires de Somalie, Érythrée ou Nigeria, ils partagent tous un même rêve, atteindre l'Europe du Nord. Grâce au bouche à oreille, tous ont entendu parler de la Via Cupa. Face au portail d'un centre d'accueil fermé, cette rue au sud de Rome s'est transformée en un camp de migrants improvisé. C'est un camp de transit pour ceux qui passent par Rome, mais qui veulent continuer leur voyage vers le nord, vers la France ou l'Allemagne. Beaucoup sont refoulés et renvoyés en Italie, et on les retrouve quelques jours après ici en Italie. Hachim vient du Soudan. Cela fait 2 semaines qu'il est ici. À son arrivée en Italie, ses empreintes digitales ont été prélevées. Selon le règlement de Dublin, Hachim ne pourra donc pas demander l'asile ailleurs. Et pourtant, il est déterminé à rejoindre son oncle qui habite en France. Même si la France me refoule, je continuerai à essayer d'y aller, car je chercherai toujours de trouver un pays meilleur, plus sûr. Ici en Italie, je ne veux pas rester, il n'y a pas de futur pour moi. Chaque nuit, près de 300 personnes dorment ici.
Pas d'électricité ni d'eau courante, seules 7 toilettes chimiques ont été installées grâce à une association. Sans aucun financement de l'État italien, 80 bénévoles se relaient pour assurer les repas et distribuer des vêtements grâce aux donations des habitants du quartier. Tant qu'on peut les aider, il faut le faire, car c'est utile et juste. Depuis janvier, près de 10 000 migrants sont passés par cet endroit avec un même espoir, réussir à quitter l'Italie. Faire face à une attaque nord-coréenne, c'est le scénario joué en ce moment par des militaires sud-coréens et américains. Des manœuvres conjointes qui mobilisent au total 80 000 soldats tous les ans. Ces exercices provoquent une montée de tension sur la péninsule. Pour Pyongyang, il s'agit d'une provocation de plus à laquelle le pays réplique par des menaces de frappe nucléaire préventive. Les relations entre les deux Corées n'ont jamais été aussi tendues depuis les années 70. Park Geun-hye, la présidente sud-coréenne, prend très au sérieux les menaces du Nord. L'armée est en état d'alerte, dit-elle, et ripostera vigoureusement à toute action hostile. Fin de citation. Maintenant, les Jeux Olympiques de Rio au Brésil se sont achevés ce dimanche avec un immense feu d'artifice au-dessus du stade Maracanã, une cérémonie de clôture dédiée à l'art brésilien sous toutes ses formes et plus particulièrement la musique. Rio a passé le relais à la capitale du Japon, Tokyo, où s'organiseront les JO de 2020. Cécile Adobati. Les Jeux Olympiques se terminent comme ils ont commencé, en beauté, avec un feu d'artifice. Les rythmes brésiliens traditionnels ou électroniques ont résonné depuis le stade Maracanã. Le Brésil, ses arts et sa culture étaient les vedettes de cette cérémonie de clôture. C'était très beau et émouvant. Je suis venue avec ma mère. Je suis très fière d'être brésilienne, en particulier d'être carioca. C'était magnifique. Superbe, merveilleux. C'était très amusant et très touchant. Les meilleurs moments des Jeux ont été projetés lors de la cérémonie, ainsi qu'un hommage aux 35 000 volontaires qui ont pris part au bon déroulement des JO. Cette cérémonie est un aboutissement pour eux. Cette cérémonie était merveilleuse. C'était tout ce que les Jeux de 2016 représentent. Nous avons accueilli ces Jeux avec excellence et en tant que volontaires, nous sommes très fiers. La pluie n'a pas empêché les Brésiliens de faire la fête et ce n'est pas la météo capricieuse qui a fini par éteindre la flamme carioca. Le flambeau passe désormais à Tokyo qui organisera les Jeux de 2020. Rio de Janeiro était donc le centre du monde au mois d'août pour les premiers Jeux Olympiques d'Amérique du Sud. Brésiliens et visiteurs de toute la planète sont venus assister aux compétitions des 206 délégations. Mais au-delà des médailles et des records, ces Jeux ont eu leur lot de problèmes et de scandales. Les explications de Cédric Ferreira. Nouvel épisode d'une affaire qui fait scandale. Dimanche, la police brésilienne a perquisitionné les locaux du comité olympique irlandais à Rio, avec une découverte, un lot de billets non utilisés pour les Jeux. Cette enquête avait déjà conduit à l'arrestation de Patrick Hickey, l'un des plus hauts dirigeants du CIO, accusé de trafic de billets. Une affaire qui s'ajoute à une longue liste, parmi la plus rocambolesque, celle impliquant 4 nageurs américains. Après une soirée arrosée, ils se disaient victimes d'une agression. En réalité, ils ont vandalisé une station-service avant de s'en prendre à un agent de sécurité. Faux braquage, vrai scandale. Ryan Lochte, la star de la natation américaine, elle aussi impliquée, a dû s'excuser publiquement. J'assume l'entière responsabilité de mes actes et je tiens à dire aux Brésiliens que je suis sincèrement désolé et que je suis gêné. Gêné pour moi-même, pour ma famille et pour mon pays. J'étais très saoul et c'était... Je suis humain, j'ai fait une erreur. Pas très esprit olympique, comme les sifflets qui ont accompagné Renaud Lavilloni sur le podium du saut à la perche. Le Français médaillé d'argent s'est effondré en larmes, il s'est dit avoir été humilié. Et que dire des incidents entre athlètes libanais et israéliens pour monter dans un bus, ou du judoka égyptien qui a refusé de serrer la main d'un Israélien après le combat. Un bilan lourd, marqué par d'autres polémiques autour du dopage. Cela avait commencé avant les Jeux avec la suspension de la quasi-totalité des athlètes russes. Et elles ont continué durant la compétition avec cette déclaration du nageur français Camille Lacour à propos d'un concurrent chinois.
Ça me dégoûte de voir des gens qui ont triché sur les podiums. Sun Yang, il pisse violet. Et puis, en dehors des stades, qui se sont souvent retrouvés à moitié vides, les Jeux ont aussi été marqués par des problèmes de sécurité et de transport. Les 28e Olympiades de l'ère moderne resteront dans les mémoires comme une édition chaotique. Et pour beaucoup de Brésiliens, le bilan de ces JO est amer. Ils estiment que les Jeux ont coûté trop cher et n'ont pas assez profité à la population. Des manifestations de masse contre la corruption dans l'organisation des Jeux en 2013, à la crise politique actuelle, en passant par la récession économique, le Brésil traverse une grave crise émaillée de scandales et de pots de vin. Les explications de Claire Williams et Laure Wagner. Ils avaient fêté comme il se doit leur victoire. Cris de joie, pluie de confettis et quelques pas de samba, les Brésiliens accueilleront les Jeux Olympiques en 2016. Plus de 10 000 personnes avaient découvert la décision en direct sur un écran géant. Et même, le président Lula n'avait pas pu cacher son émotion. Les Jeux Olympiques allaient être son couronnement. 7 ans plus tard, les célébrations euphoriques à la plage de Copacabana ne sont plus qu'un lointain souvenir. Le pays traverse une grave crise politique sur fond de corruption. Dilma Rousseff, l'actuel chef de l'État et protégé de l'ex-président Lula, a été suspendu. Alors que le monde regarde Rio et les Jeux Olympiques, personne n'observe ce qui se passe à Brasilia. Ils sont en train de changer notre pays et nous sommes là, sans nouvelles, sauf pour savoir à quel point Rio est génial. Depuis l'annonce de la tenue des Olympiades à Rio, ce qu'on appelait alors l'âge d'or économique du pays s'est terminé brutalement. Le Brésil est au cœur d'une récession sans précédent. Le boom économique de 2009 n'a pas duré longtemps. Ces Brésiliens regardent en famille le feu d'artifice de la cérémonie de clôture depuis leur maison située dans les favelas. Les tickets sont beaucoup trop chers pour la plupart des habitants. L'héritage concret des Jeux est tout à fait significatif. Mais en ce qui concerne la sécurité, compte tenu des politiciens que nous avons ici, je pense que tout redeviendra comme avant, malheureusement. Désormais, les festivités ont pris fin et les touristes rentrent chez eux. Mais pour les habitants de Rio, les difficultés sont toujours là et ils veulent savoir ce qui les attend après les Jeux Olympiques. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Le rappel des titres. Sami Yazbek n'est plus. Le chanteur libanais est décédé ce lundi à 77 ans des suites d'une longue maladie. Ses funérailles se tiendront mercredi en l'église Mar Michael à Rimala. La frontière de la Turquie avec la Syrie doit être entièrement nettoyée du groupe État islamique. Déclaration ce lundi du chef de la diplomatie turque après l'attentat de samedi soir à Gaziantep qui a fait 51 morts et 69 blessés. Et ce mini-sommet européen se tient ce lundi en Italie. Objectif impulser la relance de l'Europe après le choc du Brexit. Le renforcement de l'économie européenne et la crise des migrants seront au cœur des discussions. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. À demain.